Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 12 mars 2021. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme pour cette dernière séance de la semaine. Alors hier, on a pu constater des hausses avec, on a eu un S&P 500, Dow Jones et Russell 2000 qui ont terminé sur des records historiques. Ils ont gagné respectivement 1,04% et 0,58%. Et le Russell 2000 progresse de 2,31% après cette affranchie de cette résistance que l'on a abordée à plusieurs reprises. Le Nasdaq a gagné, lui, 2,52%. Alors, en cause, alors ce qui a permis donc de booster le sentiment de marché, de booster Wall Street, c'est le recul plus prononcé qu'attendu des inscriptions hebdomadaires au chômage, mais également ce focus, hein, la signature du plan de relance de 1900 milliards de dollars, ça a apaisé les craintes inflationnistes, hein. Donc, ça, c'est vraiment c'est un sujet que l'on traîne depuis très longtemps sur les marchés, qui a très souvent amélioré le sentiment. On notera également que ce regain d'appétit pour le risque a favorisé les valeurs technologiques, hein, on l'a vu, le Nasdaq a gagné 2,52%, mais pas seulement à Wall Street, également à Tokyo, avec le Nikkei qui a gagné 1,7%. Le Nikkei qui comprend beaucoup de valeurs technologiques. Donc vous pouvez faire un parallèle entre le Nikkei et le Nasdaq. Sur le vieux continent, hier c'était la BCE qui a rassuré les marchés, qui a rassuré les opérateurs. Et elle a annoncé effectivement une accélération de ses achats d'actifs dans le cadre de son fameux programme d'urgence face à la pandémie, le PEPP, afin d'éviter un resserrement des conditions financières tout en maintenant son montant inchangé à 1850 milliards d'euros. Concernant la vaccination, on a quelques nouvelles. On a Joe Biden d'abord qui a déclaré qu'il souhaitait que tous les Américains adultes soient éligibles à la vaccination dès le début du mois de mai, afin que le pays retrouve un semblant de normalité d'ici la fête de l'indépendance aux États-Unis, qui sera donc le 4 juillet. L'Agence européenne des médicaments a de son côté autorisé l'utilisation du vaccin de Johnson Johnson, vous savez, ce vaccin à injection unique. Et donc, à présent, la Commission européenne pourrait très rapidement donner son feu vert pour une distribution dans l'UE. À noter, concernant un autre vaccin, AstraZeneca, qui est toujours autorisé en France, on a eu le Danemark et la Thaïlande qui sont les derniers à avoir annoncé la suspension de la vaccination avec AstraZeneca. Pour cause, hein, ce sont ces effets secondaires, notamment la formation de caillots sanguins. Ici en France, Olivier Véran continue de rassurer, hein, concernant ce vaccin qui n'est pas suspendu, hein. Visiblement, il n'y a que quelques cas et les bénéfices seraient supérieurs aux inconvénients. On notera également que le vaccin contre le coronavirus de Novavax a montré une efficacité assez élevée, 96%, lors de la troisième phase de son essai au Royaume-Uni. Donc voilà pour le contexte de marché en cette dernière séance de la semaine. Alors aujourd'hui, pas grand-chose d'un point de vue du calendrier économique, hein. On n'aura pas de données majeures. Donc voilà ce qui nous attend, hein, concrètement. On aura l'inflation PPI aux États-Unis pour le mois de février, c'est à 14h30. Canada, par contre, une donnée importante, hein, c'est le rapport sur le marché du travail pour le mois de février. On aura cet indice, hein, de l'Université du Michigan concernant le sentiment des consommateurs à 16h. Ce sont les principales données qui seront attendues aujourd'hui. Voilà pour le calendrier économique. Alors aujourd'hui, on va continuer, hein, dans notre lancée de points théoriques. J'ai eu pas mal de questions hier, pas mal de demandes. On va essayer d'aborder tout cela pendant notre analyse de marché. Qu'en est-il du DAX? Le DAX qui semble marquer une pause, hein. On n'est toujours pas allé vers l'objectif qui nous est fourni par Osoda. On marque une pause en ce début de séance. Ça manque un peu de catalyseur. Il n'y a pas énormément de données. Un DAX qui est à 14 500 points à l'heure actuelle, que nous apportent les données intraday. On va commencer par le H4, parce que le H4, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Désolé pour le jeu de mots, ce n'était pas volontaire. Alors concernant le H4, on a franchi la Tenkan
Visiblement, il n'y a pas de support, mais comme on l'a vu, hein, sur le H1, on a beaucoup plus d'informations concernant le H1, ce qui pourrait, nous rassurer quant à une poursuite de la tendance, haussière. C'est justement, ce nuage. Alors pour espérer un repli plus profond, et d'ailleurs j'insiste sur le fait qu'un repli ici favoriserait les achats. Parce que s'il y a un repli, on va rebondir sur support, les perspectives restent haussières, la tendance de fond l'est indiscutablement depuis la sortie donc de ce léger canal baissier, plutôt d'un drapeau. Donc en cas de repli, c'est une réelle opportunité, c'est une chance, pardon, car on va chercher un support. Mais pour espérer aller plus loin, il faudrait sortir du nuage par le bas, aller casser les 14 445 points. Et plus concrètement, il faudrait que notre lagging span, la Chikou span, parvienne à passer sous la Kijun. Ce n'est pas le cas pour le moment, on est en train de se retirer du nuage, hein, on pourrait repartir à la hausse et la Chikou span pourrait choisir d'aller s'attaquer au chandelier japonais. Le Nasdaq, décidément, c'est un réel cas d'école, hein, Ishimoku ici. Ce que nous fait le Nasdaq, c'est très beau. Ça m'arrange car on fait des points théoriques. On essaye de décrypter dans le détail Ishimoku en vue de vous transmettre cette philosophie, de vous transmettre ce raisonnement. Ici, l'hypothèse que nous avions émise hier a été réalisée. On est allé chercher la Kijun, c'était la résistance. On a clôturé aux alentours de la Kijun qui est en palier. Et donc cela s'est traduit par une lagging span, la Shikun span, qui refuse de son côté de franchir justement la Kijun. Et on repart à la baisse à l'heure actuelle. Prudence, il y a tout de même pour la Chikou pas mal, il y a une certaine marge de manœuvre, hein. Le repli pourrait s'approfondir. On a tout de même un support ici avec les cours. Je reviens sur le présent, la Tenkan et également le bas de nuage. Mais la Chikou span a le champ libre. Donc voilà pour la vision journalière. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant ici, il faut savoir que ces paliers de Kijun sont très forts et ça, on va le confirmer tout de suite avec les retracements de Fibonacci. Donc là, on va s'intéresser au dernier repli. On ne va pas le faire sur le long terme comme ce que l'on fait comme ce que l'on a fait dernièrement, parce que les retracements de Fibonacci, on peut les utiliser sur une vision long terme. Donc dans le cadre d'une vision... Alors je vais le retirer. Dans le cadre d'une vision long terme, on prend toute cette hausse. On peut le faire aussi sur du court terme. Et là, ça va nous intéresser pour faire un parallèle justement entre retracement de Fibonacci et Ishimoku. Vous voyez, donc je sélectionne le top, je sélectionne le creux. Les paliers de Kijun correspondent au retracement de 50% de Fibonacci. Donc ça, c'est un très beau parallèle. Il faut s'en rendre compte. Et ça confirme, on a démontré par Fibonacci la puissance des paliers de Kijun. Ce palier de Kijun correspond au retracement Fibonacci de 50% de la dernière baisse, du dernier repli. Donc voilà pour cette petite parenthèse, un parallèle entre Fibonacci et Ishimoku que vous pourrez vérifier à l'avenir. Ici, on a tenté de franchir les 13 000 points, on se replie. Où est le prochain support en intraday en H4 pour le Nasdaq? Il est tout simplement ici, c'est le haut de notre nuage, 12 783 points. D'ailleurs, je reviens, excusez-moi, très rapidement pour une parenthèse technique, c'était l'une des demandes. On m'a parlé des gaps. Plus de détails concernant les gaps, mais également concernant le MACD. Car dans la boîte à outils, j'utilise pas mal de choses. Il ne faut rien mettre de côté. Concrètement, si quelque chose vous convient, si quelque chose vous donne des bons résultats, utilisez-le. Et il faut faire le distinguo entre un indicateur, par exemple les moyennes mobiles sont un indicateur, ça se place sur le graphique, Ishimoku, même si pour moi Ishimoku est plus un système car il est très complet, Ishimoku peut être considéré comme un indicateur. Il y a également les oscillateurs qui vont se placer sous le graphique. Le MACD en est un. On m'a parlé justement du MACD pour avoir plus d'explications. Effectivement, je l'utilise. Je l'ai utilisé notamment sur le Stellar. J'utilise également le RSI que je trouve très pertinent en complément d'Ishimoku. Je pense qu'on pourra en parler dès lundi. Ce sera notre point théorique. MACD, deux courbes à connaître. La courbe MACD, la courbe de signal. C'est très très simple. C'est simplement un croisement entre la courbe MACD et courbe de signal. Souvenez-vous, MACD, bon, chez moi c'est configuré en orange. Signal c'est configuré en rouge. C'est peut-être pas le mieux. C'est très difficile de différencier les deux, je pense. Vous pouvez changer les couleurs, bien entendu, en cliquant sur le petit carré. MACD en orange, signal en rouge.
Ce qu'il faut faire, il faut simplement le croisement entre ma courbe MACD et ma courbe de signal. C'est ce qui va nous donner les signaux d'achat ou de vente. Ici, on l'a croisé à la baisse. On croise la courbe de signal, c'est un signal de vente. Et l'histogramme nous permet de mieux le voir visuellement, hein, ces croisements ici. L'histogramme est rouge et il est à la baisse. Ma courbe MACD a franchi ma courbe de signal. Le signal de vente avait été donné à ce niveau-là. Ici, on est sur le point de croiser à la hausse, ce serait un signal d'achat. Alors c'est aussi simple que cela, on peut repartir dans le passé, voir ici les différents croisements, le signal d'achat ici, lorsque l'on a eu un nouveau croisement, ma courbe MACD cette fois-ci qui est en orange, qui franchit ma courbe de signal qui est en rouge, c'était un signal d'achat. Et c'est très intéressant parce que ici ça vient coïncider avec une sortie du nuage par le haut, donc ça va dans le sens justement d'Ishimoku. Mais après, il y a beaucoup moins de précision parce que le signal a été donné à ce niveau-là. Après, on a eu un repli, mais la tendance haussière a bien perduré. Et on le voit ici, le franchissement de ma courbe MACD en orange avec ma courbe de signal en rouge, c'était un signal de vente. S'en est suivi une baisse. Donc voilà comment très rapidement et très simplement utiliser le MACD. Et qu'est-ce que c'est le MACD? C'est simplement la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. Vous le voyez, j'utilise plusieurs moyennes mobiles qui sont exponentielles ou des moyennes mobiles simples. Et il faut savoir que les moyennes mobiles exponentielles prennent plus en compte les cours actuels que les moyennes mobiles simples. Elles sont donc plus sensibles aux variations actuelles. Et donc le MACD, c'est simplement la différence de deux moyennes mobiles exponentielles sur deux périodes différentes, à savoir 12 périodes et 26 périodes. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est pour le petit complément théorique, mais la lecture est très simple. Ce sont simplement des croisements. L'histogramme est beaucoup plus visuel. Ça vous aidera énormément. Donc voilà comment l'utiliser. C'est tout simple. Et les oscillateurs peuvent être un complément à Ishimoku. Donc n'hésitez pas à compléter votre analyse avec un MACD, voire un RSI que l'on abordera dès lundi. Pour ne pas rendre ce Good Morning Market plus long que cela. Donc voilà pour la parenthèse théorique. En données H1, le Nasdaq vient chercher le haut de son nuage, hein, on le voit, c'est assez précis. On est en train de retracer à l'heure actuelle. On est à 12 855. C'est beau hein, de voir de tels tests de nuages. Très souvent, on voit un décollage après cela. Donc prudence tout de même, tout en gardant en tête la vision journalière, hein. Si on fait des analyses en triptyque, c'est pas pour rien. Ça nous permet d'avoir une vision globale. Et en intraday, il y a par la suite des oscillations que l'on arrive à comprendre à l'aide d'Ishimoku et de nos divers outils. S&P 500 sur des records historiques, on est en train de se replier actuellement. Nous sommes aux alentours des 3915 points. Léger repli. En données journalières, ça nous dit pas énormément, ça ne donne pas énormément de choses. On le voit ici, on est en train de se replier sous une zone de résistance qu'on a réussi à franchir très brièvement pour aller chercher le sommet de la précédente figure en épaule, tête-épaule. On se replie par contre prudence ici en H4, hein. On voit qu'il n'y a pas grand-chose. Le prochain support, pardon, d'un point de vue Ishimoku, c'est justement ce palier de Kijun 3877. On aura notre fameux niveau des 3900 points, bien entendu, avant cela. Donc ici, on a le support Ishimoku qui nous est donné par la Kijun, parce que qu'est-ce que nous dit la théorie Ishimoku? Le franchissement de la Tenkan à la baisse, c'est un signal d'alerte. Ça nous dit attention, on casse la Tenkan, prochain niveau à aller chercher, c'est la Kijun. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas testé la Kijun, hein. Donc on pourrait voir un retour à la moyenne. Je le dis assez souvent, je pense que ça va commencer à rentrer. C'est un retour à la moyenne que l'on pourrait effectuer, mais que nous dit l'analyse classique, la psychologie des investisseurs. Il y a un seuil psychologique, les 3900 points. Donc ça vient compléter mon analyse. On pourra aller chercher les 3900 points. C'est le dernier rempart avant la Kijun à 3878. Ce sont les données H4 que nous fournissent les données H1 à présent. On voit effectivement qu'on a un certain support qui pourrait être apporté par le nuage. On est en train de tester ici ce précédent sommet, le sommet du 10 mars, que l'on ne franchit pas. Et donc, il faut attendre de le franchir pour ensuite aller chercher les 3900, pour ensuite aller chercher ma Kijun en données H4, que l'on peut même retrouver ici hein, sur ce graphique. Je vous l'ai dit, on peut superposer plusieurs Ishimoku. Ce qui m'intéresse à présent, ce n'est que la Kijun. Donc, je peux tout retirer, je mets ma Kijun H4 en gras
et je la retrouve ici. Elle est à l'intérieur de mon nuage et elle correspond d'ailleurs à une précédente projection d'Osoda. C'est très précis, ça concorde et c'est donc là on retrouve toute la beauté de l'analyse technique. Dow Jones. Alors le Dow Jones, c'était très beau. Souvenez-vous hier, nous l'avons fait ensemble. Je ne l'avais pas fait avant cela. Alors j'avais utilisé une vision long terme pour avoir ici un objectif, un éventuel objectif. J'avais utilisé le retracement de Fibonacci sur toute la baisse suite à la propagation de la pandémie depuis l'année dernière, depuis le mois de mars jusqu'au creux. Et ici, ça nous a donné justement l'objectif. On était un peu dans le flou, on naviguait à vue, en territoire inconnu, si je puis dire. Et je me suis basé donc là-dessus. Et ça a été l'objectif qui a été atteint. Ça nous a donné plus ou moins, avec une certaine précision tout de même, ça nous a donné l'objectif qui est allé marquer le Dow Jones. Donc voilà encore une fois une preuve en temps réel de la puissance des retracements de Fibonacci sans avoir des connaissances extrêmement poussées là-dessus. On pourrait rentrer dans les explications théoriques du nombre d'or et tout cela, ça ne nous apporterait rien, c'est simplement de la culture générale. Au final, si on sait s'en servir, tout ce qui nous intéresse, tout ce qui vous intéresse en tant que trader particulier, c'est d'avoir des objectifs. Lorsqu'on est sur des records historiques, c'est difficile d'en avoir. On a des outils, on a les projections d'Osoda, mais on n'avait pas de réel repli, de réelle vague pour avoir justement cet objectif. On a utilisé les retracements externes de Fibonacci, plus principalement le 127,2%. Ça a été atteint. On se replie depuis qu'on l'a testé. Ici, nouvelle alerte Ishimoku en H4. Attention, je casse ma Tenkan. Prochain niveau, c'est tout simplement Makijun en données H4. C'est un retour à la moyenne. Ça fait très longtemps ici aussi que l'on n'a pas testé la Kijun. Ça fait depuis le 5 mars qu'on ne l'a pas testé. Ça fait depuis 7 jours. Ça serait tout à fait normal, tout à fait raisonnable de faire un retour à la moyenne hein, d'un point de vue... c'est de l'économétrie, les retours à la moyenne, ça vient de là. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal. Ça ne remet pas en cause la tendance qui, je vous le rappelle, et ici on va le voir, hein, d'un point de vue journalier, une tendance qui est indiscutablement haussière au lendemain de nouveaux records historiques. Donc voilà pour le H4, le H1. Le H1 nous donne tout de même un beau support, encore une fois, c'est notre nuage, c'est la Kijun que l'on est en train de franchir. On a une Chikou-span qui est en train de s'attaquer à ces obstacles, et là aussi ça pourrait créer une certaine difficulté. Si la Chikou-span refuse de franchir ici ces bougies, on pourra avoir un rebond, et ce serait concrètement un refus de franchir, de casser définitivement ici ce sommet du 11 mars. Le Russell 2000, c'était beau. Alors, je vous le rappelle, le Russell 2000 a bénéficié du retour de la frénésie sur GameStop. GameStop était comment dire, responsable de 30% du turnover sur le Russell 2000. Donc, ce beau franchissement, cette belle hausse, concrètement, c'était GameStop hein, pour un tiers. Donc c'est la retour de la frénésie des traders particuliers de Reddit. GameStop, bon, il y a un point fondamental là-dessus. Hein. Il y a une réelle raison fondamentale, même si ça ne justifie pas la valorisation élevée de GameStop à l'heure actuelle, qui a gagné près de 170% en plus d'une semaine et qui ne cesse de progresser. Mais il y a justement cette demande de la direction à Ryan Cohen, hein, qui est un des gros actionnaires, un investisseur activiste, d'opérer un virement stratégique pour la société GameStop. GameStop qui opérait simplement dans des magasins en physique, qui va à présent s'intéresser à la vente en ligne. Donc c'est un virage stratégique qui est très prometteur sur le long terme, et cela donc a ravivé cette frénésie acheteuse des traders particuliers de Reddit, et GameStop peut expliquer cette belle hausse pour le Russell 2000. Un Russell 2000 qui est allé chercher un nouveau record historique, et on le voit. On a eu le beau franchissement ici de notre niveau, les 2300 points, et donc accélération haussière. On marque le pas, un peu de volatilité lorsque l'on arrive au dernier sommet, et après c'est pour aller marquer ce record historique. On se replie, on pourrait effectuer un pullback en direction justement de ce sommet pour le Russell 2000. Le Bitcoin, belle hausse. On est sur de l'hebdo. Aujourd'hui, c'est la clôture hebdo, donc ça va nous intéresser notamment sur le biais vers le dollar américain. Attention tout de même ici, on l'a dit. Alors, il y a deux scénarios, hein, bien entendu, c'est de l'analyse technique, on n'a aucune certitude, ce n'est pas une science exacte.
Par contre, on commence à imaginer un éventuel double top. On en a parlé hier. Donc si on ne parvient pas à marquer un nouveau record historique, ce double top pourrait se matérialiser par un repli en direction de la ligne de coup, les 43 650 dollars environ, et on pourrait aller chercher les 30 000 dollars. C'est tout à fait possible d'un point de vue technique. Alors donc prudence, prudence à partir de là, que nous disent les données intraday? Alors ici, donc, on va chercher le récent record historique. On était, il me semble, à 1000 dollars du record historique. On se replie, retour sur la Tenkan. Là, ça va être crucial. Soit on rebondit sur la Tenkan et donc on va réaliser cet objectif d'Osoda au-dessus des 60 000 dollars, soit on casse notre Tenkan et là on va directement vers la Kijun et donc on invalide cette projection d'Osoda. Si on va vers ma Kijun ici, c'est la réalisation d'un double top que l'on voit aussi hein, ici en H4. On a une belle vallée entre les deux pics et donc c'est une éventuelle formation de double top sur le Bitcoin. Donc ça va être crucial, je pense, aujourd'hui concernant le Bitcoin. L'Ether qui ne parvient pas lui à marquer un record historique, si le repli s'approfondit, ici on a un beau, comment dire, un beau palier pardon, de Kijun qui pourrait être testé pour l'Ether. Stellar hein, sur lequel il y a déjà d'ailleurs le MACD, hein, je pense que c'est là que vous l'avez vu et d'où donc votre demande hein, concernant plus d'explications là-dessus. Bon, pas grand-chose sur Stellar, hein, on a du mal à donner un quelconque signal. On va passer sur les matières premières et je pense que c'est à ce moment-là que je ferai un petit point théorique sur les gaps parce que j'en avais parlé pour le copper, j'en avais parlé également pour le pétrole. Donc c'est sur les comos que je vais aborder les gaps. Le pétrole, attention à la clôture hebdomadaire. Pour le moment, on est vraiment à l'équilibre d'un point de vue hebdo. On remarquera qu'on a notre Chikuspan qui refuse de s'attaquer, qui refuse de franchir notre moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Et donc, on se redresse quelque peu. Ça se matérialise par des cours pratiquement à l'équilibre. Clôture hebdomadaire aujourd'hui, attention. On a eu donc, souvenez-vous, en intraday. Bon, je commence par le journalier. On se replie pour le moment, direction les 61,8%, 1690 dollars l'once. C'est le prochain support. Souvenez-vous, c'est le support à ce niveau-là. Et on s'occupe de Fibonacci pour cette hausse-là. C'est ce qui me donne le niveau à 61,8%. Juste à côté, on a les 1680 dollars l'once. Dernier rempart avant les 1560 dollars l'once. Donc prudence, un scénario baissier qui pourrait se matérialiser. On va surveiller également le 10 ans américain qui nous donnera pas mal de précisions qui pourraient expliquer une éventuelle reprise baissière. Ici, on sort du nuage par le bas en franchissant la Kijun. Alors ça sent pas bon hein, d'un point de vue H4, mais on a une lagging span tout de même qui a pas mal d'obstacles. D'ailleurs, j'ai un autre graphique H1 sur mon onglet Forex. On va voir qu'on a invalidé la figure en ETE. Pourquoi on l'a invalidé? Souvenez-vous, cette épaule tête-épaule inversée qui nous donnait un bel objectif théorique à 1760 dollars l'once. Elle est invalidée parce qu'on réintègre ici la ligne de coup. Donc à partir de là, on oublie cette figure en ETE inversée. On oublie même la projection d'Osoda. Ça nous permet de voir cela avec vous. Pourquoi? Parce qu'on est allé sous le point C. Le point C qui était environ à 1708 dollars l'once. Donc cette projection d'Osoda, ah bah écoutez, je suis désolé, autant pour moi, on avait déjà atteint l'objectif. Je pensais que l'objectif n'avait pas été atteint, mais il était plutôt proche parce que c'était une projection V. Les objectifs sont loin lorsque ce sont des projections E. Je vais rajouter E ici, par exemple, en rouge, et c'est beaucoup plus loin. Donc autant pour moi, c'était une projection V, on l'a atteinte, mais bon, ça me permet de voir ça avec vous. C'est lorsque l'on va plus bas que le point C qu'on l'annule, mais ici, ça avait déjà été atteint, donc l'objectif est atteint. Donc c'est terminé à ce niveau-là. Je reviens sur mon onglet des matières premières. Attention sur le silver qui pourrait également donner un signal baissier. On a tout de même Chikuspan qui a énormément d'obstacles avant de valider ce signal, ce qui vient tempérer les attentes baissières. Pétrole. Aujourd'hui, on commence un peu légèrement dans le rouge. Bon, on avait ce Dark Cloud Cover, on en a parlé, on va attendre d'avoir d'autres formations pour en parler. Ici, figure en ETE qui a failli être invalidé parce que dans la foulée, on a rejeté le franchissement. On a rejeté le franchissement ici du prolongement de ma ligne de coup. Ça tient difficilement, mais ça tient quand même. Mais bon, je n'y crois plus trop.
On est à des niveaux tout de même relativement élevés. On est revenu au niveau de l'épaule droite. Donc voilà, c'est vraiment, on est à la limite, c'est très borderline à ce niveau-là, au niveau de cette figure en ETE. Et donc concernant le Brent, on aura clôture hebdomadaire, on se souvient de cette zone de résistance, on ne parvient pas, on est toujours dans le rouge en niveau hebdomadaire, hein, concernant le pétrole, légèrement dans le vert en journalier. Et ici, on ne parvient pas à franchir la ligne de coup, mais on évolue au-dessus, hein, clairement, du niveau de mon épaule droite. Donc difficile d'y croire pour le moment. Le copper. Alors le copper qui nous enchaîne les gaps, ça va nous permettre d'ailleurs d'approfondir les gaps. Ici, souvenez-vous, on avait eu des données positives concernant le crédit en Chine. Il y a une relation entre l'impulsion du crédit en Chine et les cours du copper, les cours du cuivre. Et donc on avait eu un très beau gap que j'avais qualifié de gap breakaway, un gap de rupture. Alors un gap de rupture, c'est un gap qui permet déjà qui marque un changement de tendance. Donc ici, concrètement, on avait eu une tendance latérale, un range, et ce gap breakaway pouvait nous permettre de signaler justement ce changement de tendance. Les gaps breakaway ou gap, je vais y arriver, de rupture, interviennent également lorsqu'on sort d'une figure chartiste. Par exemple, ça peut permettre de franchir une ligne de coup lorsqu'on a une ETE. C'était le cas justement ici. Ici, on avait eu un beau gap breakaway. On le voit. Gap baissier. Ça, c'était un gap de rupture. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rompre la ligne de coup de la figure en épaule tête épaule. Et en plus de cela, ça nous permet de franchir le MA100. Donc ça, c'est un gap de rupture. Ce sont des gaps plutôt importants parce que ce sont des gaps qui nous donnent des signaux concrètement. Et c'est assez rare que l'on vienne les combler dans la foulée. Donc ça, c'est pour le gap de rupture qui intervient pour signaler un changement de tendance, nous donner un signal d'une figure chartiste, ici en l'occurrence franchissement de la ligne de coup. Donc voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sinon, il y a les gaps les plus communs que l'on voit le plus souvent, les gaps classiques qui interviennent lors d'une annonce, lors d'un chiffre, et ceux-là sont très rapidement comblés. Donc par exemple sur le pétrole, hein, lorsque l'on a des stocks supérieurs, largement supérieurs aux attentes, on va avoir en intraday un gap baissier, ça va partir à la baisse, ça va retracer toute la baisse, ensuite on va combler le gap. Ça, ce sont les gaps les plus classiques, des gaps communs. Il y a d'autres types de gaps, les gaps de continuation. On va en trouver ici d'ailleurs. Par exemple, nous avons une tendance haussière. Dans cette tendance haussière, on a un beau gap à ce niveau-là. Ça, c'est un gap de continuation. Ces gaps de continuation, ça confirme la force de la tendance haussière, justement. On en avait d'autres juste avant. Ici, en l'occurrence. Donc, on le voit, on a une belle tendance haussière, on a plusieurs gaps de continuation. Le pétrole, le copper était un bel exemple, hein, finalement. C'était vraiment pas voulu. Mais c'était un bel exemple. On a plusieurs sortes de gaps sur le copper. Donc des gaps de continuation qui nous confirment la force de la tendance. Alors très souvent, mais surtout en journalier, lorsqu'on a un gap de continuation, il va intervenir au milieu, en plein milieu de la tendance haussière. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça nous permet de nous indiquer, voilà, je suis en journalier, j'ai un gap de continuation, la tendance haussière est forte, donc on va continuer, le mouvement haussier va doubler. Donc on est à 50% du potentiel haussier. C'est comme ça qu'il faut le lire d'un point de vue journalier. D'un point de vue intraday, ça nous montre la force de la tendance. D'un point de vue journalier, on va en avoir un, gap de continuation. Donc je suis à la moitié de ma hausse. Et donc je peux espérer que la hausse, je peux espérer une amplitude similaire à ce que j'ai déjà connu depuis le début de la tendance haussière. Ensuite, on a ce que l'on appelle les gaps d'épuisement. J'en ai pas ici. Les gaps d'épuisement, par exemple, un gap d'épuisement apparaît en fin de mouvement. On aurait pu en avoir un, par exemple, ici. Si on avait eu un gap haussier ici, ça aurait été un gap d'épuisement. Donc, ça met un terme à la tendance haussière. Et donc, dans ce cas-là, vous l'aurez compris, ces gaps sont très rapidement comblés. Ça veut dire que l'on va le combler très rapidement et on va partir à la baisse. Par exemple, en journalier.
Donc voilà pour les différents gaps, hein. Donc, pour résumer, vous en avez 4. Le commun, après une publication. On en voit beaucoup sur les actions, notamment lorsque l'on va, publier un rapport sur les résultats, lorsqu'il va y avoir une annonce sur le pétrole à la publication des stocks. Il y a le gap de rupture, le gap breakaway en anglais, donc c'est celui qui nous donne un beau signal, le gap de continuation qui confirme la force d'une tendance et le gap d'épuisement. Donc voilà pour cette petite parenthèse théorique, on en a fait pas mal aujourd'hui. On passe à présent sur le blé qui a cassé les 38,2%, qui nous a fait un pullback qui repart ici à la baisse et donc on peut espérer un retour vers les 50%. Je vous rappelle qu'il y a un excédent d'un point de vue fondamental sur le marché du blé. On passe à présent sur le Forex, le marché d'échange. Un dollar américain qui sera, donc la clôture hebdomadaire sera cruciale. On a du mal face à cette Kijun. Prudence, ce palier de Kijun, j'insiste là-dessus, c'est un palier. Donc prudence ici d'un point de vue hebdomadaire en cas de clôture au-dessus. Si le dollar parvient à se redresser au-dessus, à se redresser aujourd'hui, pardon, ce sera un beau signal qui nous sera donné. Mais nous avons également un petit problème d'un point de vue Ishimoku. Et souvenez-vous, le raisonnement présent, passé, futur. Voilà ce que nous dit le présent, voilà ce que nous dit le passé. Ma Chikuspan rencontre un obstacle et ça vient renforcer les difficultés ici. Que nous dit le futur par contre? Si on y arrive, si on a une clôture hebdo au-dessus, ma lagging span va se redresser et elle pourra s'attaquer à d'autres obstacles. Et les cours dans le futur auront des obstacles, certes. Et ici, il y aura une très grosse résistance à l'avenir, hein. On aura cette moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, on aura un gros nuage. Ça n'avait pas été un problème précédemment. Souvenez-vous, on fait un parallèle avec la situation de 2018. Cette résistance, on va y aller, on va y venir plus dans le détail. Cette résistance avait été attaquée avec beaucoup de bravoure, hein, et on a intégré, on a cassé avec difficulté tout de même, hein. On a patiné, mais on a cassé le MA100, intégré le nuage et s'en est suivi une belle tendance haussière tranquillement pour le billet vert. Donc, si on venait à reproduire ce scénario de 2018, on pourrait s'attendre à des cours du billet vert qui patinent à ce niveau-là, mais qui intègrent le nuage et qui arrivent à en sortir à ce niveau pour continuer en tendance haussière. On aurait dans ce cas-là un nuage qui viendrait se redresser comme ici pour accompagner le mouvement haussier. Donc dans ce cas-là, on va avoir un twist de nuage à un moment qui confirmerait la tendance haussière, comme ici, lorsque ces croisements-là confirment le passage d'une tendance baissière à une tendance haussière. On voit le nuage change de couleur, il s'assombrit, c'est une tendance haussière. La SSA croise la SSB, donc à ce niveau, on confirme encore une fois la tendance haussière. Et le nuage vient accompagner la tendance haussière sur le biais vert. Là, le nuage est épais, mais si le scénario d'un dollar américain qui attaque le nuage vient se confirmer, les SSB et SSA vont se croiser à un niveau ici et mon nuage va se redresser pour accompagner la hausse. Ce sont que des hypothèses techniques pour le moment. Et on le voit ici en données journalières, le billet vert rebondit sur cette barrière de chandelier japonais, ce qui se traduit par un rebond du billet vert, un billet vert qui va tenter à nouveau de sortir du nuage par le haut. Et bien entendu, tout ce que l'on a dit ici, tout ce que l'on dit depuis tout à l'heure, en hebdomadaire sur le billet vert et en journalier, ça a des conséquences sur toutes les paires en dollars. L'euro-dollar s'effondre, 1,1927. On efface complètement la hausse de la veille en invalidant par la même occasion le franchissement de ma Tenkan. En cas de poursuite haussière après cette clôture au-dessus de la Tenkan, si on ne regarde que l'euro-dollar, on aurait pu s'attendre à 1,2040. Mais heureusement, avant de trader l'euro-dollar, on s'intéresse au billet vert. On sait que ça va être compliqué d'avoir un billet vert qui continue de s'affaiblir parce qu'ici, en journalier, on a ce niveau, on a cette Chikuspan qui a du mal à s'affranchir de ce niveau. Donc, ce qui nous poussait à être prudent sur l'euro-dollar et de ne pas donc plonger tête baissée vers une hausse, à envisager les 1,2050. Mais en intraday, l'euro-dollar s'attaque à un nuage, il faudra réussir à s'en affranchir et ma Chikuspan, ma lagging span est en plein obstacle. Est-ce qu'elle va réussir à se désengager de cette mèche inférieure, de cette bougie pour aller s'attaquer à la Kijun?
À voir. En tout cas, pour le moment, c'est baissier sur l'euro-dollar. C'est à cause du billet vert qui parvient à se redresser, mais le billet vert aussi va avoir une certaine résistance sur le haut de nuage. Alors, on pourra assister à un rebond de l'euro-dollar au moment où le billet vert a du mal, justement, où la span du billet vert en journalier a du mal à sortir de son nuage. Donc, peut-être un rebond et un retour vers les 1,1953. Seul le marché pourrait nous le confirmer. La UD-USD a tout de même des difficultés vers le retracement Fibonacci à 23,6%, mais on a un beau support ici matérialisé par l'EMA 50. GBP-USD rattrape son retard, rattrape la baisse de son début de semaine et donc repart à la hausse. Mais ici, on le voit tout de même en journalier, on a une belle résistance. On efface la hausse de la veille. Là, on est complètement neutral pour le moment. Tant qu'on est pris en étau dans ce genre de range, c'est très difficile de se prononcer. Ça, c'est un range. Un range Tenkan Kijun. C'est très commun. Ici, difficile de se prononcer. Il faudra attendre une sortie par le haut, par le bas de ce range. GBP CHF par contre qui matérialise la force du GBP. Là on arrive à s'affranchir de cette résistance. Si on arrive à franchir les récents sommets, c'est direction les 1,31. Il y aura les 1,30 avant cela. Alors, NZD-USD, après être sorti du nuage par le haut, on revient tester notre nuage. On est neutre pour le moment. Si on arrive à se redresser, on pourrait éventuellement espérer un retour vers ce palier de Kijun. USD-CHF, on repart à la hausse. Ça matérialise la force du billet vert à l'heure actuelle, peut-être en direction des 1,9370. Si le billet vert parvient à continuer à se redresser. USD-Yen, on repart à la hausse. C'est beau, direction les 109,650. Tout sera conditionné par le billet vert. Et sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. On a vu de belles choses encore aujourd'hui. On a vu pas mal de choses d'un point de vue théorique. Je pense que c'est intéressant parce que pendant le Good Morning Market en une semaine, parce que la semaine dernière, en 8 jours, on va dire, on a réussi à voir les retracements de Fibonacci, on a réussi à approfondir Ishimoku, détailler les projections d'Osoda, on a vu à présent les MACD, on a vu les différents types de gaps, et semaine prochaine, on s'intéressera au RSI. Et pourquoi pas pour l'intégrer tous les jours à notre Good Morning Market. C'est un outil important, le RSI, dans cette boîte à outils. Je trouve qu'il est important. Pourquoi? Parce que je trade principalement avec Ishimoku et ça complète bien Ishimoku. J'utilise au cours de la journée très rapidement parce que concrètement, j'aime pas charger mes graphiques. Donc, je jette un coup d'œil sur mon RSI, j'essaie de voir les divergences de RSI, les zones de surachat, survente. Donc, je l'ajoute très rapidement sur mon graphique et je le retire. Mais peut-être qu'on pourrait l'intégrer. Honnêtement, je sais qu'il y a très souvent des débutants qui commencent à nous suivre et ça peut ça peut effrayer de voir déjà Ishimoku. Donc, j'essaie d'éviter d'ajouter des oscillateurs. Si il est resté sur le Stellar, c'est simplement parce que j'avais oublié de le retirer, mais ça a permis d'avoir ce commentaire, cette demande d'expliquer le MACD. Parce qu'effectivement, cette boîte à outils, je la sors à longueur de journée, je sélectionne des outils selon les conditions, et il m'arrive de les retirer avant le Good Morning Market dans un souci de simplicité. Mais si ça me permet de vous apporter de nouveaux bagages théoriques, je trouve que c'est très bien. Et on a expliqué également cette semaine le Dark Cloud Cover. Et on va continuer, je pense, sur cette lancée parce qu'il faut avoir une connaissance minimum de tous ces outils-là pour pouvoir après réussir à se débrouiller soi-même, pour se battre avec suffisamment d'armes pour réussir pas à battre le marché, ce n'est pas possible, mais à profiter des mouvements de marché. Et donc on va continuer sur cette lancée et on va, quitte à répéter, quitte à se répéter en permanence, c'est ce qui permet au concept théorique de rentrer à l'usure, hein, au fur et à mesure qu'on le répète. Donc on va continuer comme cela, je pense que ça vous convient, je pense que ça en satisfait plus d'un, ça permet aux débutants de découvrir des nouvelles choses et de voir concrètement comment appliquer ces outils au marché, et même aux traders les plus aguerris d'entre vous, de faire une petite piqûre de rappel. Je vous avoue que moi-même, j'ai pas mal de livres
concernant l'analyse technique, parce que ça passe par là également, par la littérature sur l'analyse technique. Il y a énormément de bouquins qui sont très intéressants, qui ont fixé les bases de l'analyse technique, qui donnent une ligne directrice. Et m'arrive moi-même me faire des petites piqûres de rappel, par exemple pendant le week-end, d'avoir un doute, de vouloir approfondir un concept, parce qu'on oublie les choses. Et donc je me replonge dans mes bouquins, ça m'aide énormément. Ça consolide mes bases. Et donc, même pour les traders les plus aguerris d'entre vous, auditeurs du Good Morning Market, je pense que ça peut vous servir de temps en temps de faire une petite piqûre de rappel. Et ça me l'a fait moi aussi par la même occasion. Donc, pas de mal, même si les Good Morning Market s'étendent, même si c'est plus long. Dans tous les cas, j'ai suivi une de vos suggestions. En description de cette vidéo, la vidéo est fractionnée. Il y a indices, crypto-monnaie, matières premières et forex. Dans tous les cas, vous pouvez aller vers ce qui vous intéresse. Et pour ceux qui veulent voir l'intégralité et profiter de toutes ces piqûres de rappel, vous n'avez qu'à cliquer sur play et regarder le Good Morning Market jusqu'à la fin. Alors on met un terme donc à cette vidéo journalière. Cet après-midi, je vais parler du marché action et j'ai décidé de parler, c'est la deuxième fois je le sais, mais c'est important de parler de GameStop. On en a parlé très rapidement en abordant le Russell 2000, mais ce sera la vidéo action de la journée parce que effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir un retour de la hausse de GameStop à la fin du mois de mars. Et je vais vous dire pourquoi justement cet après-midi. Même si la hausse actuelle s'estompe, on va avoir un retour de la hausse très certainement fin mars, mais pas que de GameStop, de toutes ces actions justement qui sont ciblées par les traders particuliers de Reddit. On en parle cet après-midi pour la vidéo action. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Pour ceux qui ne suivront pas la vidéo de cet après-midi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.